Marina Cavazana-Calvo, bonjour. Vous êtes médecin, vous dirigez le département de biothérapie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et vous avez été élue femme scientifique de l'année en recevant le prix Irène Joliot-Curie 2012 pour vos travaux en matière de thérapie génique où votre équipe a été une des pionnières en la matière. Vous avez dirigé un essai en 1999 sur des enfants qu'on appelle vulgairement des bébés bulles, c'est-à-dire des enfants qui naissent sans défense immunitaire. Et vous avez également dirigé un autre essai sur une maladie qui, elle, est plus répandue, qui s'appelle la bêta-thalassémie. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'essai que vous avez fait sur les bébés bulles et des résultats que vous avez eus? Alors, l'essai bébé bulles, effectivement, c'est un essai qu'on a fait qu'on a initié en 1999, publié en 2000. Et c'est un essai qui nous a permis de comprendre effectivement l'efficacité de la thérapie génique, car les enfants traités étaient sans globules blancs, donc ils ne pouvaient pas se défendre contre les infections. Et on a vu entre 1 mois et 3 mois après la thérapie génique, la reconstitution du système immunitaire de ces enfants. Donc on était très contents, les résultats cliniques ont dépassé nos espoirs, car on pensait d'avoir un effet bénéfique, mais pas de complètement restaurer un nouveau système immunitaire, ce qui était le cas. Mais également, l'essai a démontré que ces premiers virus qu'on avait choisis pour amener à l'intérieur des cellules une information génétique étaient extrêmement dangereux, car on a eu quelques complications en 2002 dans cet essai de thérapie génique. Donc, effectivement, on s'est arrêté entre 2002 et 2006 pour changer, pour essayer, de comprendre pourquoi des enfants développer des effets adverses graves à type leucémique, donc une forme de cancer, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'éviter. Donc il y a eu un grand effort de recherche internationale sur ces domaines, et on est retourné en clinique avec des vecteurs modifiés plus sûrs en 2006, et en 2007, c'est là qu'on a initié l'essai pour la bêta-thalassémie. Donc cet essai nous intéresse beaucoup parce qu'il touche une maladie qui, avec la drépanocytose, fait partie de l'Association mondiale de la santé et de l'UNICEF pour le nombre important d'enfants atteints de ces pathologies dans le monde. Et donc là, il ne s'agit plus de corriger des lymphocytes, des globules blancs, des cellules qui ont une durée de vie extrêmement longue. Il s'agit de corriger les globules rouges qui ont une durée de vie extrêmement courte, en moyenne 120 jours pour chaque globule rouge. Et nous produisons des millions de globules rouges chaque jour. Donc pour vous dire l'ampleur du challenge de corriger ce type de maladies. La méthode utilisée, juste en quelques mots? La méthode utilisée consiste à prélever les cellules souches malades chez les patients, de les corriger au laboratoire à l'aide de ces virus qu'on a modifiés de façon qu'ils ne soient plus véhicules de la maladie, mais juste véhicules du gène thérapeutique. Et une fois que l'on a corrigé, on les réinfuse pour voie intraveineuse aux malades. Et donc pour ces patients, c'est une correction définitive de leur maladie? Pour l'instant, on ne sait pas, parce que les enfants les plus âgés qui ont été traités ont aujourd'hui 13 et 14 ans. Donc on sait aujourd'hui que la correction est stable pendant cette période de quelques mois à 13 ans. On espère que la correction soit stable, mais c'est seulement le suivi à long terme de ces patients qui nous donnera la réponse. On n'a aucun moyen pour établir la longueur de la correction, la stabilité de la correction obtenue. On a des difficultés encore à plusieurs niveaux. D'abord, la production de ces virus, qui n'est pas une production industrielle comme un médicament, comme un cachet d'aspirine, mais qui est encore une production très artisanale et limitée à certains laboratoires dans le monde, qui sont très peu nombreux, et qui n'arrivaient pas à produire des litres de ces virus dont on a besoin. L'autre enjeu, c'est étudier les cellules souches malades pour essayer de les corriger de façon la plus stable et dans un nombre le plus relevant possible pour la correction définitive de la maladie. Et puis, c'est les obstacles des ressources humaines et financières dont on a besoin pour monter des essais si compliqués. Ces essais sur les bébés bulles et sur la bêta-thalassémie ont été entrepris il y a une dizaine d'années à peu près. Vous avez annoncé qu'éventuellement vous continueriez à faire des essais pour aller un peu plus loin. Vous avez sans doute éprouvé la technique que vous avez utilisée. Et où en êtes-vous de ces essais? Est-ce que vous les avez
prolongée? Moi, j'essaie d'élargir l'application de cette technologie, de cette thérapeutique, à toutes les maladies héréditaires des cellules sanguines. Donc, toutes les maladies que je traite de façon conventionnelle pour une greffe, à partir d'un donneur sain, j'essaie de remplacer la technologie de la greffe par une technologie d'autogreffe par thérapie génique, la collection des propres cellules du malade, de façon d'avoir plus besoin de recourir à des donneurs de cellules souches. Donc effectivement, depuis 2006, nous avons repris ces essais et on l'a décliné pour 4 maladies différentes, donc une maladie neurodégénérative du système neurocentral, 2 déficits immunitaires, dont de nouveau l'essai sur les bébés bulles qu'on a repris en 2010. Et en 2007, on a commencé l'essai pour la bêta-thalassémie et la drépanocytose. Et on espère en 2013 d'ouvrir d'autres essais pour d'autres maladies du système immunitaire, comme la granulomatose chronique ou d'autres déficits immunitaires. Et j'espère d'initier un essai de thérapie génique dirigé pour visant à traiter les malades infectés par les virus du sida. Dans le monde, combien d'équipes en fait travaillent en thérapie génique? Des essais de thérapie génique, il y a des milliers dans le monde. Dans le domaine sur lequel je travaille, qui est la thérapie génique des cellules souches, qui donne naissance à toutes les cellules qui circulent dans les vaisseaux d'un individu, les équipes sont très peu. Donc, en Europe, il y a Milan, Londres et Paris. Et aux États-Unis, il y a l'NIH à Washington et Boston et une équipe en Californie. Donc, vous voyez, on est au maximum 6 équipes dans le monde qui traitent ces maladies. Mais après, il y a bien plus d'équipes qui s'accrochent à essayer de faire de la thérapie génique une approche thérapeutique satisfaisante pour certains cancers. Il y a d'autres qui s'intéressent aux maladies neuromusculaires. Il y a des personnes qui s'intéressent aux maladies neurodégénératives du système nerveux central. Et il y a toutes les équipes qui s'intéressent à l'œil, donc à la cécité. Il y a toutes les équipes qui s'intéressent aux maladies hépatiques héréditaires, comme l'hémophilie ou l'hypercholestérolémie familiale. Donc, les équipes, si on met ensemble tous les domaines d'application, sont aussi nombreuses que tous les autres traitements. Toutes ces équipes-là sont sur des essais, sur des petites quantités de population. Pour aucune pathologie, on est passé à un traitement un peu concernant plus de gens, quoi. On n'en est pas là. Non, pas pour l'instant, parce qu'ils sont tous confrontés avec les mêmes problèmes, qui c'est la production du virus à large échelle, l'effet qu'il faut entourer encore les patients de toutes les précautions et des sécurités. Et donc, toutes les équipes qui l'appliquent, elles l'appliquent dans un nombre limité de malades. On attend les résultats d'un malade traité pour inclure un autre, pour être sûr de ne pas être source des effets toxiques. Oui, la technique doit encore faire la preuve de son innocuité. Oui. D'accord. Et d'un point de vue, donc on a parlé des obstacles techniques, est-ce que d'un point de vue éthique, il peut y avoir des oppositions à cette thérapie génique? On entend beaucoup de gens s'élever contre les OGM avec l'homogénétique. Est-ce que la thérapie génique peut soulever le même genre de réserve ou d'opposition? Alors non, parce que nous ne corrigeons pas les cellules ni embryonnaires, ni les gamètes, à savoir les spermatozoïdes ou les ovocytes. Dans ces cas, il y a un accord éthique international qui porte l'obligation à tout médecin ou chercheur de jamais manipuler les génomes qui va être transmis à l'espèce, de façon à ne pas modifier les caractéristiques de l'espèce. Nous modifions exclusivement des cellules matures, même si souches d'un individu, et la correction va se terminer avec la vie de l'individu. Donc ça veut dire que cet individu, dans ses gamètes, continuera à transmettre la maladie qu'on a corrigée dans ses cellules périphériques. Donc, comme ça, comme elle est conçue, la thérapie génique, pour les essais dont je m'occupe, il n'y a aucune position éthique. La seule débat éthique qu'il peut y avoir, c'est chaque fois qu'on présente un dossier, de mettre en compétition, disons, la thérapie génique avec les traitements conventionnels
pour savoir si il y a l'espace éthique et médical de faire une innovation thérapeutique en face à des traitements qui ne sont pas satisfaisants. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la personne qui est porteuse de la maladie génétique, on ait envie de corriger le génome qu'il va transmettre à ses enfants? Non, il n'y a pas raison, parce qu'aujourd'hui on sait faire ce qu'on appelle la médecine prédictive, et donc on peut faire des diagnostics préimplantatoires. Donc choisir parmi les ovocytes, si c'est une femme, l'ovocyte qui ne contient pas la mutation. On peut faire des diagnostics prénatales au moment où les fœtus commencent à se développer. On peut prélever par aminosynthèse des cellules et aller regarder s'il est atteint ou pas. Donc on peut faire de la médecine préventive du moment qu'on sait qu'une famille est atteinte d'une maladie. Donc il n'y a vraiment aucune raison médicale pour aller jouer avec les cellules embryonnaires. D'après vous, en thérapie génique, dans combien de temps on peut espérer voir déboucher les traitements pour une population plus large? C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup des essais. Si on finit un scénario hyper optimiste, on va dire que tous les essais qu'on est en train de faire à Paris et dans le monde sont extrêmement bénéfiques pour les malades et les ratios bénéfice-risque est extraordinairement à faveur du bénéfice. On peut espérer que dans 5 ans, on peut pratiquer cette stratégie sur un nombre considérable de patients. À condition que des laboratoires investissent? C'est à condition que l'industrie vienne investir lourdement dans ce domaine. Oui. Mariana Cavazana Calvo, merci beaucoup. Merci à vous.